assez gruyère. Donc, merci beaucoup. Messieurs, dames, chers administrateurs, parce qu'on vous accueille aujourd'hui d'Optimum Gestion Financière, mais aussi notre haute direction qui a fait le déplacement depuis le Canada et aussi nos opérations aux États-Unis. Merci d'être avec nous, merci d'être en présentiel et sachez que cette conférence sera également filmée pour qu'elle soit disponible en replay pour nos auditeurs en distanciel. Donc, sans plus tarder et plus formellement, je voulais vous présenter notre panel d'experts. Notre premier invité qui est expert, qui nécessite presque plus d'introduction parce qu'il est de tous les panels, c'est Jean-François B, directeur général de Cantalis. Non, absolument. Ah oui, c'est excellent. Excellent. Martin Delage, notre chef des classements mondial qui a fait aussi le déplacement depuis Montréal et dont vous avez certains d'entre vous l'occasion de l'entendre assez régulièrement maintenant sur nos perspectives, avec les collaborations qu'on fait annuellement sur nos perspectives, et aussi Dora Gamaroun, notre directrice de portefeuille spécialisée entre autres sur les actifs canadiens basés ici à Paris qu'on a adoptés maintenant depuis près de 2 ans et demi. Je me présente, je suis Lucia Baldino, je suis dirigeante d'Optimum Gestion Financière. Donc, la prochaine demi-heure, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit portrait très rapide du groupe Optimum. Puis, Jean-François va nous entretenir sur la collecte et le flux de collecte et les tendances des investisseurs français en ce moment. Martin Delage donc viendra nous faire un point de vue sur ses perspectives. Et finalement, Dora viendra nous présenter une très belle opportunité de diversification sur le Canada. Et puis, évidemment, on laissera un peu de temps pour quelques questions. Et aussi, j'espère vous retrouver pour notre petit cocktail avec la touche canadienne autour d'un petit vin de glace du Québec, mais aussi un petit morceau de foie gras au sirop d'érable et une petite coupelle de poutine. Donc, sans plus tarder, je voulais quand même vous présenter, vous parler très brièvement du groupe Optimum, qui est, comme vous le savez, certainement plusieurs d'entre vous, le groupe Optimum est un groupe donc, financier privé, familial et diversifié, qui compte aujourd'hui plus de 620 employés à travers son siège social à Montréal, aux États-Unis et en France. Depuis 1969, le groupe s'emploie à préserver la sécurité financière de ses clients dans différents secteurs d'activité, notamment l'assurance vie et la réassurance de personnes, l'assurance de dommages, la gestion d'actifs, mais aussi un certain nombre d'autres services conseils, notamment l'actuariat conseil. Il faut savoir qu'au 31 décembre 2022, le groupe a enregistré 1,1 milliard de dollars canadiens de chiffre d'affaires. Plus spécifiquement en matière de gestion d'actifs, Optimum s'appuie sur 3 filiales qui sont interconnectées avec lesquelles on travaille très étroitement. Donc, on a Optimum Gestion de placement basé au Canada, Optimum Quantvest aux États-Unis et bien évidemment Optimum Gestion Financière ici en France. Ensemble, ces sociétés gèrent pour des actifs globaux sous gestion de 6 milliards d'euros. Donc, il faut savoir que les sociétés qui sont fondées initialement d'abord et avant tout pour gérer les actifs du groupe qui sont basés sur des actifs d'assurance vie, nos équipes partagent pour la plupart vos mêmes préoccupations qui sont la préservation du capital, la création de valeur et la gestion de risque. Le groupe est évidemment notre principal client, mais pas que. On a plusieurs investisseurs externes, notamment des assureurs, des mutuelles, des gestionnaires d'actifs, mais aussi de la gestion privée. En France, plus précisément, Optimum Gestion Financière se positionne comme l'une des seules sociétés de gestion de placement qui a des fonds français qui sont composés exclusivement d'actions canadiennes et gérés activement depuis la France.
On gère aujourd'hui 5 OPCVM, dont 2 fonds d'investissement alternatifs et quelques mandats sous gestion. On gère notamment un fonds qui est diversifié, comme le montre la diapositive, 3 fonds d'action, dont un Canada, qui est sincèrement notre élément distinctif, et un fonds d'action, un fonds obligataire, pardon, pour une sécurité maximale. Comme vous le savez déjà, on a déjà un investisseur institutionnel qui nous a fait confiance, notamment membre de ROAM, qui est Monceau Assurance. Et depuis plusieurs années, il a adopté notre stratégie d'action canadienne ordinaire et depuis récemment, on nous fait confiance aussi. On a créé un fonds dédié spécifiquement pour eux, pour la gestion d'actions privilégiées canadiennes. Donc, ce qui m'amène déjà au point suivant de notre agenda, qui est le comportement des individus en Europe. Donc, Jean-François de la Société Cantalis nous propose de nous parler justement de cette actualité. Merci Lucia. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir et de pouvoir échanger ce point de vue, ces données. Vous savez que donc je suis très proche du groupe Optimum, donc c'est un double titre que j'interviens ce soir, donc ça me fait très plaisir de pouvoir justement apporter un éclairage sur justement, j'allais dire, une compilation un petit peu de ce que fait Harvest Cantalis. Vous ne savez peut-être pas, mais j'en profite pour le préciser. C'est un groupe de 450 personnes aujourd'hui, qui se développe beaucoup. Sur la data, donc il faut collecter les données, il faut développer des solutions digitales pour des assureurs et des banques, des distributeurs, des conseillers financiers, et aussi faire un petit peu de recherche justement transversale pour voir justement les tendances. Quand on a beaucoup de data, c'est intéressant de pouvoir justement essayer d'apporter des analyses et un éclairage. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous. Et puis voilà, on est actif, donc c'est un groupe qui est aussi indépendant, puisque le groupe appartient aux dirigeants dont je fais partie. On a 60% du capital qui est entre les mains de private equity, mais 40% entre les mains des dirigeants. Donc on dirige cette société qui se développe beaucoup. Je le disais, on embauche 70 personnes cette année, donc très demandeurs en Italie, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique principalement, mais l'Europe aujourd'hui est notre terrain de chasse. Alors les données, pour faire le lien, donc on a l'offre et la demande de capitaux, l'offre de fonds, comme peut le symboliser le groupe Optimum. Vous allez flécher vers des financements d'entreprises, des gens qui ont besoin de financement. On en reparlera tout à l'heure, je pense, sur justement le type d'investissement que vous allez faire. Mais à l'origine, il y a aussi des investisseurs qui veulent placer leurs capitaux. Donc c'est ce qu'on regarde là. Et vous allez avoir des chiffres qui sont hors effet de marché. On regarde juste les flux d'investissement en Europe à travers des fonds, donc type SICAV et FCP en France, donc tous les fonds d'investissement. Donc pour vous donner une idée, c'est à peu près 150 000 fonds d'investissement qui sont distribués en Europe, donc c'est une masse importante. C'est plus de 10 000 milliards d'euros qui sont placés via des fonds d'investissement en Europe, donc c'est un marché très important, vous le savez. Alors déjà en introduction, pour faire le lien sur 2023, c'est le thème de mon intervention. Vous voyez que sur la droite, vous avez un graphique, un petit histogramme noir et bleu. C'est beaucoup de marchés de taux obligataires. Donc les points positifs de collecte sont plutôt autour des marchés de taux. Vous avez vu 2022 qui était une année catastrophique, un petit peu à l'image de ce qu'on avait connu en 2018. Les investisseurs ont quitté en fait les fonds d'investissement sur l'année 2022. C'est normal, c'était crack obligataire, crack action, la guerre en Ukraine. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles. Sur 2022, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que si on revient sur des années 2019, 2020, 2021, on a eu un engouement fort des investisseurs en Europe sur la partie rouge qui était la partie action. Et cette partie action, ce moteur est resté relativement calme cette année. Et globalement, on est parti sur une année qui est plutôt décevante sur l'industrie européenne. Alors pas décevante en termes d'effet de marché, les marchés ont bien performé sur l'Europe, mais décevante en termes de flux de collecte. Les investisseurs n'ont pas tellement investi sur les fonds d'investissement. Oui, ça a été très calme, voire négatif. Alors très négatif
En violet, vous avez des fonds diversifiés. En jaune, vous avez les fonds alternatifs. L'élément action, vous voyez, on retrouve le rouge, il est à 0, donc c'est clairement encéphalogramme plat sur les investissements en action. Et on a les seules collectes positives, noir le monétaire et bleu les fonds obligataires. Donc les investisseurs sont revenus plutôt sur des fonds obligataires. Vous avez peut-être entendu parler des fonds obligataires à échéance. Donc, post-dislocation des marchés en 2022, c'est d'abord les fonds obligataires qui ont intéressé et sur lesquels les investisseurs sont revenus, et pas tellement les fonds actions. Bon, le fonds monétaire, c'est aussi intéressant, c'est que dans un environnement un petit peu compliqué de transition, vous avez à nouveau du rendement sur des fonds monétaires, hein, vous avez même les investisseurs particuliers en France, on vous parle de compte à terme à 3%, le célèbre livret A français qui est à 3%. Donc on a des investissements qui sont faits sur ces produits, j'allais dire prudents, refuges. Les assureurs ont ressorti la carte fonds en euros, hein, donc Optimum Vie. C'est à nouveau des placements qui ont attiré des capitaux sur 2023. Alors quand on regarde dans le détail ce qu'ont fait les investisseurs, là j'ai fait un focus sur les actions, parce que c'est le thème qui nous intéresse cet après-midi, vous voyez que la partie bleu ciel sur les fonds Action Europe reste négative, et vous voyez une inflexion en février 2022. Février 2022, ça vous parle puisque c'est guerre en Ukraine, et donc les investisseurs européens commencent à considérer l'Europe comme le maillon faible, ou en tout cas une certaine zone d'inquiétude. En revanche, l'investissement se passe plutôt bien sur des grandes valeurs internationales, donc pas tellement les fonds US, Action US est en violet, pas tellement sur l'Asie et les parties émergentes, mais c'est plutôt une approche grande valeur internationale. Vous avez vu la collecte, le retour de la collecte sur des grands indices, hein, donc MSCI World ou les grands indices même américains, Nasdaq, etc. On ne se pose pas trop de questions sur quelle thématique, on investit sur des grandes valeurs qui sont un petit peu diversifiantes aussi, puisque les investisseurs européens recherchent la diversification dans ce contexte. Le match grande valeur, petite et moyenne valeur est clairement l'avantage des grandes valeurs. Vous voyez, hein, il n'y a pas photo, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les petites et moyennes valeurs sont carrément, je dirais, laissées un peu à l'abandon, les investisseurs ne voulant pas reprendre de risque sur cette classe d'actifs. Le match aussi qui nous intéresse souvent, c'est ESG, non ESG. Vous voyez le vert, il y a eu un engouement fort 2021 sur tout ce qui était environnement, climat, changement climatique. Et puis ça s'est calmé. Alors il y a eu une inflexion en février 2022 de la même façon. En février 2022, on parle de souveraineté, de crise énergétique, d'inflation. Et donc le pétrole et les autres thématiques reviennent. Et puis il y a un retour plus récent sur 2023. Les investissements type ESG se calment. Tout ce qui est énergie renouvelable s'est beaucoup calmé. Et il y a un retour des investisseurs plutôt sur des approches croissance, tech. D'une manière générale, c'est les croissances, hein, les Anglais parlaient de growth. Dernier ou avant-dernier slide sur des fonds diversifiés. Les grands réseaux se méfient beaucoup, sont sortis des grandes enveloppes fonds diversifiés. Ils ont plutôt eu tendance à mettre l'accent sur des fonds de campagne. J'ai parlé, alors sur l'immobilier, on va vous parler des CPI. Sur l'obligataire, on va vous parler de fonds obligataires à échéance. On va vous parler de fonds en euros, il y a eu des campagnes, etc. Donc on a un peu en mode commando sorti des lancements de fonds sur des thématiques plutôt que des grandes enveloppes diversifiées. Où diversifiées, il y a la partie taux qui peut représenter une certaine zone de risque en hausse des taux. Et sur la partie action, on l'a vu, où il y a des rotations sectorielles. Et donc les allocataires d'actifs, Martin, tu nous donneras ton éclairage et tu y vois plus clair que nous. Mais c'est vrai que pour des allocataires d'actifs, c'est un environnement qui est assez compliqué. Et donc du coup, les grands réseaux font attention à ces grands fonds patrimoniaux, comme on dit, qui ont tendance à décollecter, que ce soit sur le prudent, que ce soit sur le flexible, pour préférer des produits purs et de diversification. Alors le dernier slide, forcément, c'est le clin d'œil sur le Canada. J'ai pris les statistiques Cantalis, j'ai regardé les grandes catégories Cantalis pour voir justement comment un investisseur européen pouvait se projeter sur cette thématique. Alors vous voyez déjà le graphique sur 20 ans. Le Canada, quelle est la catégorie qui performe le plus sur 20 ans? C'est pas les États-Unis, c'est pas le Japon, c'est pas la Chine.
bon, c'est pas la zone euro, mais ça on le savait déjà, c'est le Canada. Donc catégorie Action Canada dans Cantalis, qui fait 10% de perf annualisé pendant 20 ans. Donc c'est honorable, c'est très intéressant et donc ça valait le coup de le signaler. L'autre élément que j'ai voulu regarder, l'autre approche, c'est l'approche diversification pour un investisseur européen. J'ai un a priori en me disant oui mais le Canada c'est peut-être beaucoup de commodities, c'est peut-être assez proche de ce que je vais trouver sur le CAC 40, donc pour un investisseur européen c'est peut-être pas forcément la meilleure source de diversification. Alors là je prends un indicateur dans Cantalis qui est la corrélation avec les actions zone euro. Je vois que les actions mondes sont corrélées à 0,90, les actions américaines sont corrélées à 0,76 et les actions canadiennes à 0,67. C'est la plus faible corrélation des différentes grandes places, grandes catégories actions. Donc je me dis non seulement ça a l'air d'être performant sur le long terme, et visiblement pour un Européen c'est une source de diversification, donc en allocation d'actifs c'est intéressant. Voilà un petit peu l'introduction, enfin les éléments que je voulais apporter. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir éclairé là-dessus. Je cède donc la parole en fait à Martin qui nous a déjà présenté ses perspectives, qui viendra certainement corroborer ce que Jean-François dit. Mais Martin, peut-être tu peux nous dire si le contexte est toujours le même en ce milieu d'année. Donc bonsoir tout le monde. Effectivement, en fait je vais brosser un tableau assez rapide là, des événements, en fait des éléments qu'on considère importants. Ceci étant dit, quand on regarde l'année 2023, on peut dire qu'elle est extrêmement surprenante. Quand on regarde les événements cette année en 2023 aux États-Unis, les hausses de taux, le secteur bancaire, les faillites bancaires aussi en Europe, on peut dire que les marchés réagissent quand même somme toute très bien. Maintenant, un des indicateurs que j'aime bien, que je regarde assez régulièrement, en fait, c'est la courbe de taux aux États-Unis. Donc, vous voyez la courbe de taux 10 ans, 3 mois. Donc, ce qu'on constate, c'est que les taux 3 mois sont supérieurs aux taux 10 ans et la courbe au 31 mai est inversée de 175 points. Pourquoi cette courbe-là? C'est que historiquement, elle est très bonne pour prévoir ce qui s'en vient, en fait, pour prévoir les récessions. Donc, vous avez en zone grise les récessions et vous avez des inversions de courbes depuis les années 60. Historiquement, les récessions, en fait, la courbe s'est inversée à partir de fin octobre 2022, début novembre. Historiquement, c'est un minimum de 12 mois avant le début de la récession. Ça peut être plus que 12 mois, ça peut aller jusqu'à 15 mois, 24 mois. Donc, aujourd'hui, en juin 2023, donc, la courbe est inversée, mais on peut dire que s'il y avait une récession, c'est théorique, parce que, évidemment, c'est un indicateur qui fonctionne, ou pourrait ne pas fonctionner. Donc, théoriquement, la récession pourrait commencer à la fin 2023 aux États-Unis. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ça ralentit. Le secteur manufacturier aux États-Unis est déjà en contraction. Et récemment, ce qu'on voit, c'est que le secteur des services, qui tenait relativement bien, a commencé à faiblir. On est tout près de la contraction du côté du secteur des services. Donc, la courbe est inversée suite aux hausses de taux. Puis ce qu'on voit, on voit que les taux ont monté très fortement, rapidement. Donc, aux États-Unis, on est à 5,25 actuellement. Au Canada, on est à 4,75. Et donc, on pense que la Réserve fédérale devrait faire une pause. En fait, c'est attendu au bout de cette semaine, une pause, mais elle devrait prendre une pause compte tenu de l'ampleur des hausses et également du niveau. Donc, ça prend quand même un certain temps, 12 à 15 mois, avant que les hausses de taux fassent effet. Donc, je pense qu'elle va vouloir attendre un peu, surtout quand on constate là, actuellement le ralentissement. Donc, et une autre raison pour laquelle la Réserve fédérale prendrait une pause, c'est que les pressions inflationnistes
sont à la baisse actuellement. J'ai deux indicateurs, en fait deux graphiques. Donc, vous avez constaté, entre autres, que les commodités sont en baisse. Quand on regarde depuis un an, plusieurs commodités sont en baisse de 20, 30, 40 %, que ce soit dans le secteur commodités, que ce soit dans le secteur de la nourriture, entre autres. Mais ici, ce qu'on a, c'est les entreprises américaines, en fait, ce qu'on appelle les petites entreprises aux États-Unis, c'est des entreprises indépendantes. C'est un sondage qu'on aime bien, parce que c'est un sondage qui existe depuis les années 70, il est mensuel. Et quand on leur pose la question, quels sont vos plans au cours des prochains mois sur les prix de vos biens, de vos services, est-ce que vous pensez qu'ils vont baisser, ils vont augmenter? Quand ce qu'on constate, c'est que depuis quelques mois déjà, les prix sont à la baisse. Donc, c'est un indicateur qui est quand même bien corrélé avec l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. L'autre indicateur également qu'on aime bien, qu'on suit en fait, c'est que la Chine tourne au ralenti, on le sait, mais la Chine également exporte de la déflation. Donc, quand on regarde les prix des producteurs en Chine actuellement, on est aux alentours de moins 4 %. Et quand vous regardez l'indicateur des prix à la consommation de ces pays en Chine est tout près de zéro. Donc, en fait, la Chine exporte la déflation et ça a un impact positif sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc, on pense que l'indice des prix à la consommation devrait baisser. Maintenant, est-ce qu'il va baisser à 2 %, 1 %, 3 %? Je pense que personne ne le sait, mais la direction pour nous, c'est que l'inflation devrait baisser et la Réserve fédérale va avoir la marge de manœuvre, en fait, pour prendre une pause. Finalement, je vous ai parlé du secteur manufacturier, le secteur des services qui commence à faiblir. Bon, le dernier secteur qui tient très bien actuellement, c'est le secteur de l'emploi. Même chose au Canada. Le début d'année, quand même, a été assez bon pour l'emploi. Donc, un des indicateurs qu'on suit, c'est les demandes d'assurance chômage. Donc, c'est un indicateur hebdomadaire. Donc, on a une bonne information. Et ici, en fait, quand on atteint sur une base de 26 semaines une variation de plus que 100 000, donc à partir à ce moment-là, on est en récession. Donc, actuellement, on est aux alentours de 10 000, une variation de 26 semaines, sauf que quand on regarde les chiffres d'emploi qu'on a eu la semaine dernière, il y a eu une création d'emplois au niveau des non-farm payroll, mais quand on regarde un peu les chiffres, on gratte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis quelques mois déjà, le temps supplémentaire diminue aux États-Unis. Les heures travaillées diminuent. Les employés temporaires sont de moins en moins utilisés. Donc, c'est tous des indicateurs précurseurs. Donc, les entreprises, avant de laisser aller leurs employés permanents, vont laisser aller les employés temporaires, vont réduire la semaine de travail. Mais on pense que à la fin, la création d'emplois va diminuer, puis le taux de chômage, en fait, le taux de chômage a augmenté de 3,4 à 3,7. Et au Canada, la semaine dernière, on a eu le chiffre d'emploi et surprise, on a eu des pertes d'emploi au Canada, donc pour une première fois depuis plusieurs mois. Donc, on sent que ça ralentit du côté de l'emploi. Finalement, les marchés, je disais, sont surprenants. Les écarts de crédit sont serrés, la bourse est fait très bien. Quand on regarde le consensus qui est incorporé à l'intérieur des actifs actuellement, c'est un soft landing. Donc, les marchés pensent que la Réserve fédérale va réussir que le soft landing est le scénario le plus probable. Donc, en conclusion, nous autres, en fait, le soft landing, la dernière fois qu'il y en a eu un qui a été réussi aux États-Unis, c'était en 1995. Donc, c'est très, très rare que la Réserve fédérale réussisse à orchestrer un atterrissage en douceur. Actuellement, en fait, en début d'année, on était relativement positif sur les actions. Aujourd'hui, on l'est moins. Donc, ce qu'on recommande, c'est de diminuer la pondération des actions. On trouve que dans les marchés, entre autres, certaines parties du marché américain, il y a un début d'euphorie. Il y a certaines valeurs technologiques qui sont en forte progression. Le marché américain
est relativement dispendieux. Donc, on recommande de diminuer la pondération d'actions, d'augmenter la pondération d'obligations au cours des prochains mois. Je pense que la deuxième moitié de l'année 2023 et le début 2024 vont être beaucoup plus difficiles de ce qu'on a connu à date. Et voilà. Merci Martin. C'est effectivement un contexte très particulier, mais n'empêche qu'il y a de belles opportunités à saisir. Hein? Et donc, je vais vous faire... Merci beaucoup. On va avancer les slides. Vous présenter Dora, qui, elle, donc, vous présentera notamment une opportunité de diversification quand même, parce qu'il y en existe dans ce contexte, qui est fort intéressante selon nous, pour vous, en cette période. Merci Lucia et bonjour à tous. Donc, avant de parler de l'opportunité dans les actions privilégiées, c'est quoi déjà les actions privilégiées? Les actions privilégiées est un marché qui est spécifique au Canada. Donc, si on cherche un équivalent ici en Europe, ça n'existe pas. Je dirais la classe d'actifs qui ressemble le plus aux actions privilégiées, c'est les obligations subordonnées perpétuelles que vous avez ici en Europe. Mais même avec ça, il y a des différences avec les actions privilégiées. En fait, une action privilégiée est un titre hybride qui a des caractéristiques d'obligation et des caractéristiques d'action ordinaire. Comme une obligation, les actions privilégiées, le prix des actions privilégiées transige sont corrélés avec les taux. En fait, quand les taux d'intérêt montent, le prix des actions privilégiées monte et inversement. Et les actions privilégiées, en fait, versent un revenu qui est fixe sur 5 ans et qui est révisable à chaque 5 ans au taux 5 ans Canada plus un spread de crédit. C'est pour ça que quand les taux d'intérêt montent, le revenu monte et donc le prix des actions privilégiées monte. Comme une action ordinaire, les actions privilégiées versent un dividende et aussi transigent en bourse, donc versent un dividende qui est cumulatif et préférentiel. Si on veut regarder la seniorité des actions privilégiées, elle se situe entre les obligations et les actions, donc elles sont seniors aux actions ordinaires et elles sont subordonnées aux obligations. Maintenant, pourquoi on vous parle des actions privilégiées aujourd'hui? Parce que c'est une classe d'actifs qui a des caractéristiques très adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on vit dans un environnement où on a des pressions inflationnistes, les taux d'intérêt ont monté beaucoup, et surtout, comme Martin nous a dit, qu'aujourd'hui on est en fin de cycle et on parle peut-être de récession. Quand on parle de récession, il y a de forts risques de défaut. Et donc, les actions privilégiées, en fait, non seulement elles offrent un rendement qui est très significatif, si on regarde en moyenne, selon les émetteurs, c'est entre 6, 9, voire même 10% en ce moment. Certains émetteurs donnent des rendements de 10%, mais ce n'est pas n'importe quel émetteur, parce que c'est des émetteurs qui sont les plus solides au Canada. Tous les émetteurs d'actions privilégiées au Canada, c'est des émetteurs triple B et plus. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'on passe par, on est en fin de cycle, on parle de récession. C'est très important d'être prudent et d'investir dans des émetteurs pour diminuer des émetteurs qui nous permettent de traverser une crise et surtout d'éviter des défauts. Ce qui nous ramène en fait au marché des actions privilégiées ou l'univers d'actions privilégiées. Tout d'abord, il faut savoir que le marché des actions privilégiées est un marché qui est niche au Canada et c'est pour ça que vous pouvez voir le marché des actions privilégiées, c'est un marché de 46 milliards d'actifs en circulation. C'est à peu près 1/5 du marché obligataire corporatif au Canada. Donc c'est très petit comme marché, c'est un marché niche. Il y a quand même 50 émetteurs d'actions privilégiées au Canada dans plusieurs secteurs, dans le financier, les banques, les assureurs, services collectivités, les consommations de base, énergie, la plupart c'est des pipelines. C'est vraiment les plus grosses compagnies canadiennes qui émettent des actions privilégiées. Vous le voyez déjà dans la taille des émetteurs. Les 10 plus gros émetteurs d'actions privilégiées, vous pouvez le voir, c'est à gauche et en bas. Les 10 plus gros émetteurs d'actions privilégiées au Canada représentent 30% de la capitalisation du marché canadien total.
Donc vraiment, c'est les plus grosses compagnies canadiennes, mais aussi les plus solides. Et vous pouvez voir dans le graphique à droite en haut, 99% du marché des actions privilégiées, des émetteurs d'actions privilégiées, c'est des émetteurs investment grade, donc triple B et plus. Et 61% du marché des émetteurs, c'est des A. Et le reste, c'est des triple B. Donc, c'est des émetteurs qui sont très solides et les plus grosses compagnies canadiennes, que parfois on peut même dire certaines sont too big to fail. Donc, si on passe. Donc, les actions privilégiées aujourd'hui offrent une super belle opportunité. Et ce graphique, c'est un graphique qui représente clairement cette opportunité. Donc, je vous ai dit que les actions privilégiées ont une corrélation positive avec les taux d'intérêt, vu le revenu qui varie avec les taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt montent, le revenu ou le dividende augmente avec les taux, et donc c'est pour ça que le prix augmente. Et vous voyez très bien que cette corrélation a été respectée pendant tout l'historique, sauf en 2022. Regardez comment la corrélation a été brisée complètement. La ligne orange, c'est les taux 5 ans Canada. Le taux 5 ans Canada, il est à des hauts historiques, alors que normalement, les actions privilégiées devraient suivre. Mais regardez les actions privilégiées, ils sont à des bas, le prix des actions privilégiées sont à des bas historiques. Donc il y a une vraie dislocation de marché. Maintenant, pour comprendre l'opportunité, pourquoi cette dislocation? En fait, le marché canadien des actions privilégiées, c'est un marché qui est niche et que les acteurs, ou plutôt les investisseurs, sont en général majoritairement des investisseurs non institutionnels. C'est du détail. C'est le détail qui achète les actions privilégiées. Et donc, les actions privilégiées sont quand même une classe d'actifs qui est assez complexe parce que pour pouvoir évaluer une action privilégiée, il faut faire des projections de taux, il faut faire des projections de cash flow pour calculer la valorisation des actions privilégiées. Le marché du détail n'a pas les moyens de faire une évaluation des actions privilégiées. Et quand Martin, tout à l'heure, nous a dit que beaucoup, ils ont peur d'une récession et donc ils veulent diminuer le risque. En fait, ils disent moi j'ai des actions privilégiées, je vends. Et ils ont excessivement vendu les actions privilégiées, qui a rendu les actions privilégiées à des niveaux extrêmement bas, ce qui est en fait, c'est une très belle opportunité d'entrer aujourd'hui dans les actions privilégiées parce qu'on a un potentiel de gain en capital qui est très important parce que si on pense que cette dislocation, elle est là pour se résorber, c'est juste une période, mais en fait, il y a un potentiel de gain en capital qui est énorme, mais en même temps, donc c'est une très très belle opportunité d'entrer dans cette classe d'actifs, je dirais, vraiment, c'est une des plus belles, si je regarde tout l'historique, c'est un no-brainer. Non seulement les actions privilégiées offrent un point d'entrée très attrayant, mais en fait, les actions privilégiées s'intègrent très bien dans un portefeuille européen. Déjà, comme dans le graphique à gauche, vous voyez que les actions privilégiées viennent bonifier le rendement d'un portefeuille européen. Les actions privilégiées donnent un rendement de 8,5%, qui est un rendement supérieur à toutes les autres classes d'actifs européennes, dont la dette subordonnée, que j'ai dit qu'elle ressemble le plus aux actions privilégiées, donne 5,2%. Donc vous avez plus de 300 points de base de plus en allant dans les actions privilégiées. Les actions privilégiées donnent un rendement qui est supérieur même au high yield, alors que les émetteurs des actions privilégiées sont des émetteurs de bien meilleure qualité que le high yield européen. Donc déjà, ça bonifie le rendement d'un portefeuille, mais aussi c'est une source de diversification énorme parce que dans le graphique à droite, vous voyez comment la corrélation, on a calculé la corrélation sur 2 ans, pour une corrélation sur plus que 10 ans. Les actions privilégiées, c'est une classe d'actifs qui a une corrélation négative. C'est très rare de trouver aujourd'hui une classe d'actifs qui donne une corrélation négative aux autres classes d'actifs européennes. Et bien, ça donne une corrélation négative et donc ça diminue le risque global du portefeuille d'actifs européens. Donc, pour résumer, les actions privilégiées est une très belle opportunité de diversification. Elles donnent un rendement significatif
Le risque est maîtrisé parce que c'est des émetteurs qui sont très solides et surtout qu'aujourd'hui, les actions privilégiées offrent un point d'entrée extrêmement attrayant avec la dislocation qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance notre fonds Optimum Revenu Privilégié Canada. Et ça, c'est pour capitaliser sur cette opportunité d'investissement dans cette classe d'actifs et donner l'opportunité à des investisseurs européens de profiter de cette opportunité. Donc, on cible un portefeuille qui est diversifié, un portefeuille qui donne un rendement cible entre 6 et 8%, et surtout un portefeuille qui est composé d'émetteurs très solides. On vise dans notre portefeuille 70% du portefeuille dans des émetteurs A. Bien sûr, vu qu'on lance ce fonds, donc pour tous les investisseurs qui rentrent au début du fonds, nous offrons aussi un rabais sur les frais de gestion. Donc c'est une belle opportunité aujourd'hui, non seulement de point de vue point d'entrée, mais aussi même pour les rabais de frais. Les actions privilégiées, c'est sûr qu'on a investi bien d'ouvrir un fonds, mais il faut savoir qu'on gère plus que 300 millions d'actions privilégiées dans la compagnie. On a beaucoup d'investisseurs canadiens, mais aussi on a un investisseur historique qui nous a fait confiance depuis 2015 dans les actions ordinaires et depuis 2021, il nous a suivis dans les actions privilégiées. Effectivement. Et bien, dans ce contexte, comme vous l'avez entendu, je pense qu'à la fois, comme Jean-François dit, c'est en fait cette classe d'actifs démontre historiquement sa performance. Le marché canadien reste un marché quand même connu pour être solide, stable, malgré le contexte de récession qui guette. Et puis finalement, je pense qu'avec cette opportunité de lancement aujourd'hui d'un fonds Optimum Revenu Canada, on reste à votre entière disposition. Donc ceci met fin à notre intervention, mais si jamais vous avez des questions de la salle, nous sommes tout oui. Donc n'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler.